et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air pour un nouveau débrief, une soirée de playoff, une un petit peu moins à succès que le premier match. Donc on va parler évidemment de cette série entre le Paris Basketball et l'Asvel puisque le Game 2 a eu lieu. J'imagine que toutes celles et ceux qui nous écoutent ont vu le match. Si vous ne l'avez pas vu, on va revenir un petit peu sur cette rencontre. Rencontre assez frustrante, vous le verrez, vous l'entendrez tout au long de cette émission. Mais pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Théo. Salut Théo, comment tu vas ? Salut, ça va très bien, même si j'aurais préféré faire ce podcast en parlant d'une victoire, mais ça va. C'est vrai qu'on se réhabitue petit à petit avec ces playoffs, avec ce niveau, à reparler, on va dire, de défaites, de matchs disputés, même si les victoires parisiennes étaient un peu disputées parfois. Donc avec toi, on va revenir un petit peu sur ce Game 2, donc le Game 2 entre le Paris Basketball et Lyon-Villeurbanne, donc l'Asvel. Un match 2 également à l'Adidas Arena, donc Paris avait gagné le match 1 et cette fois-ci, Paris a perdu le match 2. 85-89, c'est pas extrêmement représentatif de toute la rencontre, mais puisque Paris est bien revenu dans cette rencontre, surtout en fin de match grâce à Nadir Hiffi, on sera amené à en parler. Mais est-ce que d'abord, avant de rentrer un petit peu dans certains détails clés, Théo, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as ressenti, enfin qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre plus globalement? Comme tu l'as dit, Paris a été dominé, une longue partie du match. Paris a été jusqu'à -13, -14 si je dis pas de bêtises, donc Ouais, c'est ça. bien malmené et j'ai trouvé ça vraiment, très, très compliqué. Ce match était vraiment pas, joli à voir. Moi, de derrière mon écran, toi, si je dis pas de bêtises, Antoine, tu étais à l'Arena. Et j'étais à l'Arena, ouais. Mais c'est vrai que moi, de ma vision de derrière l'écran, c'était vraiment pas un très, très joli match avant, comme tu l'as dit, ce gros retour, de Paris dans les troisièmes et surtout quatrième quart avec, vraiment une Arena, en feu. Alors, déjà, si moi je l'ai ressenti comme ça derrière mon écran, j'imagine pas comment vous, à l'Arena, vous avez dû le ressentir. C'était vraiment, super beau à voir. Je pense que c'est l'une des meilleures ambiances que Paris a pu voir, récemment et donc c'était, très, très beau. Mais pour parler des aspects du jeu, on en a parlé juste avant de commencer, d'enregistrer. C'est vrai que c'est vraiment très, très frustrant, cette défaite parce que tu reviens bien, mais tu finis par perdre et on s'est entêté à faire des choses, qu'on fait pas habituellement. On a perdu beaucoup de ballons bêtes, sur des passes assez idiotes et on s'est surtout entêté à attaquer cette raquette comme tu le disais, en off, tu l'as beaucoup dit, on s'entête à attaquer cette raquette et ça a pas du tout marché donc vraiment très, très frustrant. C'est vrai que pour revenir sur ce que tu disais, oui, très, très grosse ambiance, du COP Parisis, même pour avoir parlé avec certains membres qu'on salue, dès à présent, après la rencontre, ils étaient aussi satisfaits d'avoir une tribune entière qui suivait justement le COP et c'est vrai qu'il y avait une superbe ambiance, on était ça je pense c'est ouais, une des plus chaudes, depuis que le Paris Basketball a investi l'Adidas Arena. Tu as parlé de quelque chose qui est ultra intéressant. C'est vrai que moi, ça m'a vraiment irrité et j'étais un peu dans l'incompréhension, toute la rencontre et même encore maintenant. C'est cette domination de l'Asvel dans la raquette. Il y a juste à regarder un petit peu les comparatifs de statistiques. L'Asvel prend 44 rebonds, Paris en prend 30. L'Asvel prend 14 rebonds offensifs, ce qui est quand même, c'est quand même quasiment la moitié des rebonds que prend Paris, dans cette rencontre-là et on a vu offensivement quelque chose dont tu m'arrêtes, enfin tu me dis si je me trompe, qu'on voit pas souvent. C'est-à-dire vraiment cette volonté de absolument attaquer l'arceau, à utiliser beaucoup du pick and roll avec, Leon Kratzer, avec Michael Kessens, sur quelques séquences aussi. Charvin a joué que 5 minutes. S'il y avait Paris se retrouvait face à une raquette qui était extrêmement dominante en face pour les joueurs qu'on connaît, du côté de l'Asvel et pourtant on a vu, un Thiago Massidalo qui avait l'air de croire dur comme fer en son projet et qui n'a pas extrêmement changé on va dire de stratégie avant la fin de match. Qu'est-ce que tu as pensé de cette, obnubilation, enfin ce côté d'être obnubilé pardon pour le secteur intérieur? C'est une erreur qui a été faite, par tout le monde. Alors pour les intérieurs, évidemment, c'est ce qu'on leur demande, donc c'est un peu plus dur de leur reprocher, mais moi, c'est évidemment surtout aux extérieurs que je reproche un petit peu cet aspect-là. Ça a été très compliqué d'accéder à cette peinture. Fall et Lauvergne notamment ont été très, très bons, défensivement pour contenir ces attaques, parisiennes, mais c'est vrai qu'on a vu un
un TJ Shorts vraiment beaucoup plus agressif dans la raquette, alors que d'habitude, il s'exporte un peu plus à mi-distance, ou même s'il a commencé notamment à mi-distance, hein, il avait très très bien commencé, hein, si je dis pas de bêtises, il finit Non, c'est à vrai, il avait très bien le commencé à premier quart-temps, mi-distance, il ouais. le termine à 15 points, si je dis pas de bêtises, Ouais, il quelque a chose comme 15. ça. Donc il avait très bien commencé et au fur et à mesure, tu t'entêtes et dans les dernières secondes, même pour revenir, quand tu es mené dans les dernières secondes, tu t'entêtes à aller dans la raquette et même dans les dernières minutes. Donc ça a été un petit peu compliqué et au final, euh, le mot de la fin, entre guillemets, même si Paris ne repart pas avec la victoire, c'est que c'est sur les shoots extérieurs que tu as été décisif et t'as pas assez pris de shoot dans les moments vraiment décisifs. Tu aurais pu revenir beaucoup plus tôt en arrêtant d'attaquer un petit peu bêtement, j'ai envie de dire, cette raquette, plutôt que de shooter alors que tout le monde avait la main chaude, hein. On a parlé de Nadir, mais Mehdi en met un qui fait exploser la salle. Pareil pour Tyson Ward à une ou deux reprises, si je dis pas de bêtises. Donc Ouais, Tyson Ward vraiment, dans son corner habituel dans le troisième quart-temps, il apporte vraiment ce supplément d'âme qui manquait à Paris. exactement. Mehdi Nguama sur une passe, il reçoit au lieu de s'entêter, lui, comme on disait, même s'il y avait personne, aller prendre un panier facile dans la raquette, il se replace, il prend un petit shoot derrière la ligne, il met un 3 points qui fait exploser l'arena. Donc voilà, je pense qu'on n'a pas assez shooté à 3 points dans des moments clés. Et quand on a voulu le faire et que c'est pas passé, bah, c'est sur les dernières possessions avec Nadir. Tu peux pas lui demander de prendre des prières à chaque fois et que ça marche, hein. Donc voilà, voilà. Mais c'est vrai que à l'intérieur, ça a été compliqué offensivement et défensivement. Donc comme tu l'as dit, c'est un plan de jeu, hein. Je pense que c'est évident, hein. Sinon il se serait pas autant obstiné à le faire. Donc c'est un pari un petit peu perdu, cette bataille dans la raquette. Ouais, je te rejoins même sur Mehdi Nguama, c'est vrai que la vivacité, l'apport qu'il donne depuis quelques matchs, même depuis le début de saison, il a quand même un côté assez energizer. Parfois, comme, parfois un petit en manque parfois de régularité, mais toujours utile. Et sur ce match-là, il a encore été, très efficace. Tu vois, il a 2 sur 3 à 3 points, il les tente, il a 8 points en 10 minutes. C'est un vrai apport, cette d'évaluation. C'est pas la meilleure éval, on va y venir, mais c'est quand même une évaluation qui est importante en sortie de banc, d'avoir ce côté dynamique et aussi un joueur qui parle. C'est important vraiment qui s'implique. C'est des matchs de play-off, il y a de la tension, d'avoir des joueurs comme ça qui essaient de rentrer dans la tête, des autres et d'avoir un peu de caractère, ça fait jamais de mal. Même si ce groupe ne manque pas de joueurs de caractère, faut pas se le cacher. Tu as parlé de TJ Shorts, parce que TJ Shorts, c'est intéressant parce que oui, il met 15 points en un quart temps, donc il est extrêmement vu, il est extrêmement dangereux. Et TJ Shorts qui fait une belle rencontre, hein. Il finit à 23 points, il finit à 14 d'évaluation. Mais petit à petit, on l'a vu un petit peu, pas disparaître, mais n'étant pas accompagné, ne plus enfin, on l'a vu un petit peu rejoindre ses autres coéquipiers, ne pas briller dans cette rencontre, c'est-à-dire, ou briller par parcimonie, mais ne pas avoir une régularité folle. Il y a un joueur qui pareil, qui a fait l'effet inverse de TJ Shorts, c'est-à-dire qu'il a été assez, discret pendant, un long moment pour finir avec, 27 points, c'est Nadir Hifi. Qu'est-ce que tu as pensé de son match? Donc 27 points en 23 minutes avec des gros tirs en fin de match. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de Nadir? Comme tu l'as dit, Nadir avec TJ, ils se sont relayés, donc c'est à la fois bien et pas bien, dans le sens où avoir ces 2 garçons en feu dans une même période, ça fait très, très mal pour n'importe qui, n'importe quelle équipe sur terre, ça fait très, très mal. Ils se sont relayés, donc c'est vraiment très frustrant. On l'a dit, TJ a fini à 23 points, il a commencé avec 15 dans le premier quart. Et Nadir, à l'inverse, qui commence assez mal et qui finit à 27 points, dont, si je dis pas de bêtises, plus de la moitié dans le quatrième quart. Ah bah, il est Vraiment, à 11 points dans le troisième quart-temps et il est à voilà, 27 à la fin du match. Donc vraiment, voilà, c'est son c'est quart-temps. c'est fou. Il a pris des shoots miraculeux, hein. Il a fait danser la défense, notamment Mbaye Ndiaye. Il l'a fait vraiment danser sur un gros cross qui, après, il prend un gros, gros shoot. Et vraiment, un petit peu regrettable cet aspect TJ qui est un peu seul et qui s'obstine à faire des choses et qui marque, hein. C'est lui qui permet de rester dans le match rapidement. Mais personne pour l'entourer. Et à l'inverse, de l'autre côté, Nadir, qui en fait, TJ s'est écroulé
il s'est écroulé et c'est Nadir qui a pris son relais. Mais pour revenir, ouais, sur Nadir, vraiment, vraiment un très, très bon, une très, très bonne fin de match, qui vraiment sans lui, évidemment, on prend l'eau, hein. Il met des shoots miraculeux, donc vraiment, c'est les côtés un peu de Nadir qu'on adore, voilà, ce scoreur un peu fou qui peut vraiment marquer de partout. Vraiment, il peut déclencher. Il a été précieux sur ce quatrième quart avec des gros shoots, même des fautes provoquées qui donnent facilement des lancers ou des points, voilà, comme ça. Donc c'était vraiment une très très belle fin de match de sa part et malheureusement, il repart pas avec la win, mais voilà. C'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'il y a ce côté prendre l'eau. Parce que, au début du 3e quart-temps, Paris est mené 55-66, donc -11. Paris a été mené jusqu'à, +15, enfin, l'Asvel a eu jusqu'à +15 points d'avance et c'est de lui, en fait, que la révolte sonne, que ce retour revient et Paris reprend même l'avantage dans les derniers instants. Après, il y a des possessions qui sont menées un petit peu, enfin, qui sont un petit peu, ratées du côté de Paris. Il y a des fautes qui auraient pu être évitées aussi. Moins de pertes de balles dans cette fin de match, c'est plutôt des fautes qui ont été, notifiées. Puis après, encore une fois, des secondes chances dans la raquette, du côté, bah, pour l'Asvel, via des rebonds offensifs qui ont fait très mal. Mais c'est vrai que d'avoir ce joueur un peu incendiaire sur la fin de match qui va vraiment prendre feu et ça, c'était extrêmement utile. On a vu une Adidas Arena absolument, en furie, dans ces derniers instants. Voilà, Tyson Ward qui a appelé les fans à continuer à pousser, à pousser, à pousser. On s'est dit: «Est-ce qu'on va y arriver?» Mais en fait, on sentait, je sais pas si tu as ressenti ça aussi, même derrière ton écran, qu'il manquait quelque chose quand même. C'est-à-dire qu'on a un joueur qui tenait, mais il en fallait 2 en fait. C'est facile à dire maintenant derrière un écran comme nous maintenant après, le match, mais on ressentait ce côté où il fallait que Nadir soit avec TJ ou qu'il y ait une autre bah, une autre voie, j'allais dire, mais un autre porteur de ballon pour le suppléer parce que sinon, l'Asvel allait repasser devant constamment et c'est ce qui est arrivé. Est-ce que tu as ressenti ça aussi? Que, bah, Nadir était un peu seul à l'image de TJ Shorts en début de match? Ouais, totalement, des joueurs trop esselés. C'est vraiment le terme. En fait, par période, t'as un seul joueur sur, le terrain. C'est un peu gros de dire ça, hein, c'est pas mais c'est la finalité de la chose, hein, comme on l'a dit en première mi-temps, si tu logique, en première mi-temps, TJ Shorts est un peu trop esselé et en deuxième mi-temps, Nadir Hiffi est moins esselé que TJ Shorts, je trouve, parce que, il y a l'engouement, il y a la force de mettre des gros shoots comme on l'a dit, de Mehdi Oui, oui, Et de totalement, c'est vrai, tu Tyson as Moore. raison. Mais il y a toujours ce côté vraiment esseulé et donc c'est vraiment ça qui pêche dans les moments importants, surtout contre une équipe qui a du talent comme l'Asvel. C'est pas possible d'avoir qu'un joueur, fou qui va te mettre des paniers. Tu as besoin de deux trois voilà, deux trois joueurs pour enflammer vraiment un match et le plier et Paris a manqué de ça. Est-ce que Paris, on peut dire, encore une fois, on l'a pas dit, mais ça a été le cas contre Cholet, notamment et est-ce que Paris n'a pas manqué, peut-être encore une fois, je mets des guillemets, de Justin Simon, par exemple, qui a été laissé, du coup en tribune au profit de Michael Antunen? Est-ce que ce profil-là, dans cette rencontre-là, c'est peut-être pas lui qui aurait tout changé et qui aurait peut-être fait gagner Paris, on ne sait pas, mais qui aurait peut-être apporté de ces 2 côtés du terrain, on en parle souvent, joueur assez physique, assez costaud, qui peut, défendre même sur des grands, sur certaines séquences, accélérer le rythme, avoir beaucoup de hustle. Est-ce que pour toi, le choix de Yantunen à la place de Justin Simon ou d'un autre, ou juste de laisser Simon en tribune est un petit peu, bah, dommageable? Est-ce que tu aurais préféré le voir sur le parquet, compte tenu de l'adversité il y a eu ce soir-là? Au contraire du game 1 contre Cholet que Paris a perdu, où on s'est tous dit, voilà, Yann Tounen, c'est pas l'homme, qu'il faut pour, cette série, après le ressenti qu'on avait après le match. Hem, c'est compliqué à dire. J'adore Yann Tounen, j'adore, Justin Simon, mais, Yann Tounen a quand même été, je dirais pas bon, parce qu'il a loupé, quelques shoots, il finit quand même à 1 sur 3 et 0 sur 2, donc ça reste vraiment pas fou offensivement, mais il a eu des bons flashs, défensifs avec des fautes, provoquées. Oui, c'est vrai. Il est à 6 fautes provoquées quand même, c'est le deuxième meilleur total derrière Nadir qui en prend 7. Donc il a eu des bons flashs défensifs, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui aurait pu être apporté par Justin Simon. Ça va être à surveiller pour ce game 3. De toute façon, on sait que depuis un certain moment, hors blessure, ça tourne entre les 2.
Donc ça va être à surveiller, mais je trouve ça pas déconnant. Ça me dérange pas que Mikael Jantunen soit là parce qu'il apporte quelque chose, même si ça s'est moins vu, il apporte quelque chose, comme tout le monde dans cette équipe, hein, évidemment. Cette équipe, elle est construite pour gagner, donc tout le monde a de l'impact et a des choses à montrer. Mais ouais, comme je disais, c'est moins, flagrant pour moi que ce qu'on discutait, après Cholet. Mais ça va être quelque chose à régler et il va falloir voir ce qui va être mis en place. C'est vrai qu'il va falloir voir un petit peu quelle rotation, qu'est-ce que tu abordes maintenant que les 2 rencontres Adidas Arena sont passées, que Paris va se déplacer à Lasvel. Du coup, premier match, ça sera, si je ne dis pas de bêtises, c'est mardi à 21:05, à l'Astrobal visiblement, et le deuxième sera jeudi, donc en cas d'éventualité d'un match 5, ça serait à l'Arena, ça serait dimanche. Donc on aurait un peu de temps pour se reposer, si match 5 il doit y avoir. Comment tu penses que Paris peut aborder ces rencontres-là, Théo? C'est-à-dire que tu perds la rencontre, mais tu es quand même à un partout, tu es revenu, tu as pas réussi à gagner. Est-ce que, après évidemment on n'est pas à leur place, mais tu abordes ça de quelle façon? Je pense que ça te prouve quand même que sur n'importe quelle situation, tu peux, rivaliser, même sur des rencontres où tu es mené longtemps, tu as la capacité de revenir. Comment tu penses que les Parisiens sont? Est-ce que ça a été pour toi un coup de massue, ça doit se percevoir comme ça? Ou plutôt un semi-boost, on peut dire? Parce que ça reste une défaite, donc c'est énervant, mais il y a ce côté un peu, qui peut justement les stimuler, selon toi, c'est quel scénario qui est le plus mis en avant? Tu as repris l'exemple que j'allais utiliser, j'allais dire c'est les extrêmes opposés. Oui, c'est C'est vrai, soit totalement. c'est soit cette, défaite, malgré tout ce que tu as fait, malgré, le soutien que tu as eu et le talent que Paris a démontré, dans un moment important en ayant été bien mené et bien malmené, durant une grosse partie de la rencontre, soit elle te galvanise et tu te dis: «On est bien revenu, on a montré qu'on allait tenir» et que, franchement, il y a un moment, en début de troisième quart, je me disais: «Bon, c'est pas plié, mais c'est quand même très, très mal embarqué» et c'est cette phrase, je me la suis pas entendu dire, énormément de fois, cette saison. Donc c'est soit ça te motive pour te dire: «OK les gars, on a perdu, mais on a été très, très bon pour revenir», soit elle te détruit, même si je pense que c'est pas le bon terme pour cette équipe parce qu'ils sont prêts à tout, ils sont conçus pour gagner, mais elle peut te faire très mal au moral et il y a quelque chose qu'on n'a pas encore abordé, mais qui me semble, capital quand même pour la suite de la série et si qualification il y a, hem, pour la suite des playoffs tout simplement, c'est que Colin Malcolm, en fin de match, se fait très, très mal. Il retombe sur ses Tu fais chevilles bien de le rappeler, en effet, et ouais. tu le vois, mais vraiment, moi, je l'ai vu de la télé et ça s'est dit après, quand j'en ai discuté avec, les personnes qui étaient à l'arena. Après, même après le match, tu le vois vraiment boitiller, grimacer. Ça reste quand même un membre très, très important de ta rotation. C'est vrai La qu'il y a même série là, sur cette scène-là, quand il se relève avec la douleur, c'est Ward qui l'arrête en mode, oui, oui, «Appuie-toi sur moi» parce qu'en fait, pose-toi et voilà. il faut pas que tu fasses le moins d'efforts possible dans ces moments-là. Parce que l'image est vraiment quand même très, très chaude. Il atterrit vraiment et la cheville est vraiment, je vais pas dire retournée, mais elle atterrit pas dans son axe normal. Donc c'est pas une image qu'on aime voir pour n'importe quel joueur, mais évidemment, quand c'est un joueur parisien et quand c'est Colin Malcolm, ça te fait encore plus mal parce que c'est un mec qui est très important dans ton succès cette saison et dans ta manière, dans tout. Dans tout ce que tu abordes. C'est un joueur avec une super mentalité, il fait partie intégrante du groupe, on le voit rigoler avec tout le monde et cetera. C'est des choses qu'il faut quand même prendre en compte. C'est un joueur extraordinaire. Oui, c'est vrai qu'il a ce côté lieutenant un peu avec Tyson Ward, sur les ailes, expérimenté aussi et maintenant capable d'artiller à 3 points, de jouer à l'intérieur, donc un profil assez polyvalent qui pourrait manquer. C'est vrai que même quand on a vu, je te rejoins là-dessus, quand on a vu la scène, de cette blessure, on se dit: «Il y a pas un monde où en fait, Malcolm est» enfin, je pense que le coach ne prend même pas le risque de le faire jouer, donc au final, ce qu'on se la question qu'on se posait sur Jan Tounen, Justin Simon, à la Oui, ça rigueur se ne trouve, elle se est même pose pas à se plus. poser. Oui, oui, ça se trouve, elle n'est même pas à se poser. On espère pas quand même. On Oui, bien espère que sûr. ça sera un choix du coach. Mais oui, on est dans un monde où peut-être que mardi, jeudi, la question se posera même pas parce qu'on aura un joueur out. Mais maintenant, pour répondre à la première question que tu m'avais posée, comment aborder ces 2 matchs, voire un cinquième s'il y a besoin? Faudra être dedans tout de suite. Ça va être très compliqué d'aller, récupérer l'avantage du terrain. Moi, je pense que si on se donne un objectif faisable, il faut évidemment gagner au moins un match
Si possible, évidemment 2, hein, ça serait, très, très fort Ouais, d'aller c'est vrai que ça choper serait 2 vraiment un matchs à exploit, ouais. à Lasvel, mais il faut vraiment t'assurer au moins un match pour te dire: «OK, par exemple, tu prends le game 3, même si eux vont pas réfléchir comme ça, nous, on se dira forcément: «OK, même si on perd au game 4, on a un game 5 et c'est à la maison». C'est quelque chose à dans une série de playoffs qu'il faut pas oublier aussi. L'avantage d'avoir, son game final à la maison, c'est quelque chose qu'il faut noter. Donc j'espère gagner au moins un match et comme je l'ai dit, si possible, le deuxième évidemment. Oui, c'est vrai que les orga ramener enfin, jouer devant son public et ramener, bah, l'adversaire chez donc dans sa salle, donc vraiment un petit peu le fatiguer davantage, ne serait-ce que par le biais du voyage, comme ça serait le cas, peut aussi de sont des éléments qui peuvent être extrêmement importants. Pour vous tenir au courant également, donc comme je l'ai dit, game 3 mardi à 21:05 selon le site de la LNB. Si ça change, c'est pas de notre faute, comme c'est amené à changer de temps en temps. Mais, et sinon dans l'autre affiche de demi-finale, on a eu, bah, c'est aussi serré que ce Paris-Asvel puisque Bourg l'a emporté à Monaco. En ce week-end de Grand Prix, visiblement, l'AS Monaco n'avait pas tellement la tête, au basket et du coup, ben, Bourg l'a remporté de 10 points avec un énorme match de Zachary Rizaché. C'est toujours, plaisant si dans l'éventualité que Paris puisse aller en finale, on n'y est pas, mais on y pense quand même d'avoir, des équipes en face qui se fatiguent aussi, mutuellement, que ce soit Monaco, ou Rebourg, encore une fois. Et on va se diriger gentiment vers la fin de ce podcast. Théo, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à part, souhaiter que Nadir remette ses chaussures dorées, mardi soir? Tu parlais de l'autre affiche et de quelque chose de plaisant. Moi, ce qui me plaît toujours autant, c'est de voir que la LNB est capable de programmer, 2 matchs, toujours en même temps. C'est vrai que c'est super sympa. C'est malin, hein. C'est cool, c'est très, très bien donc voilà. Des Mais visionnaires, hein. non, sinon rien à rajouter. On espère, voir Colin Malcolm, en tenue. On espère voir un Paris conquérant face à l'Asvel et on espère se retrouver, pour les prochains, podcasts. Je sais pas encore qui y sera, mais avec un peu plus de sourire et un peu plus de débriefs, victorieux. Oui, c'est clair, on a fait beaucoup de podcasts victorieux. Maintenant qu'on en a fait 2 avec la défaite, on a l'impression que c'est la fin du monde. Mais c'est vrai que c'est dur, c'est le basket, hein, c'est les saisons comme ça, c'est le haut niveau, on est à un niveau on est face au gratin du basket français. C'est extrêmement agréable, n'empêche, mais je te rejoins, on espère se retrouver dans le game 3 avec potentiellement une victoire. Enfin, on espère surtout, oui. Et bah, c'est, mon tour de te remercier Théo, en tout cas, pour ta présence. Et vous remercier tous pour votre écoute comme d'habitude, hein. N'hésitez pas à donner votre avis sur la rencontre ou même, si on a l'occasion de se voir, après, avant le match à l'Arena, c'est toujours un plaisir d'échanger avec tous les supporters, les visionnaires ou les observateurs, pardon, du Paris Basketball. Et je vous encourage à nous suivre sur les réseaux sociaux pour, ne rien rater de l'actualité du Paris Basketball. Théo, je te dis à très vite et à bientôt tout le monde. Salut!